Parfait. En ligne, je suis là. Hein. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Leçon 4, étape de création d'entreprise. Ok, c'est bon. Oui. On va passer par cette étape. La première des étapes, d'avoir l'idée. L'idée, plus devenir un projet, ça va être un projet personnel, un projet de caractère. Après ça, il faut faire l'étude de marché. Pour voir si l'idée peut aboutir à l'étude à une entreprise. Donc, d'abord, faire l'étude de marché. Après l'étude de marché, il faut faire ensuite à la prévision financière. Après la prévision financière, pour aller à la recherche de financement, chercher le fonds. Après avoir trouvé un fonds, pour d'abord avoir maintenant un statut juridique. Après le statut juridique. Après tous ces six étapes, on peut maintenant parler maintenant de la création propre. Donc, des formalités de création. D'accord. Ok. Maintenant, l'idée. Comment est-ce qu'on l'obtient? Elle peut provenir d'où? Et l'idée. L'idée peut provenir d'où? Oui, son avec. D'un constat. Hein? Qui dit autre chose? Chercher une solution à un problème. Solution à un problème. Bye. Il y a la société. C'est bon. Donc, on peut partir d'un constat, on peut partir d'un problème qu'il y a sur la société, qu'on rencontre au quotidien, et puis, à partir de là, apporter une solution, c'est ça, non? Donc, tu vas créer ton entreprise pour apporter ou bien pour résoudre un problème ou bien le problème. Ok. Ensuite, le projet personnel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par projet personnel? Projet personnel. Oui. Si tu rappelles bien, première vidéo de l'activité 4, c'est un projet personnel, c'est un projet qui tient à cœur, c'est un projet de vie, de telle sorte que en travaillant, on ne coupe pas juste après la masse financière, c'est quelque chose qui tient à cœur. Donc, il est satisfait, puis satisfait tout va pour le. Projet personnel. Un projet qui te plaît. Vous n'avez pas mis la mission locale. Non? Cette question-là. Il y a dit de regarder tout à l'heure. Il y a regardé. Et qu'est-ce qu'on a dit dans le projet personnel? Parce que c'est écrit, hein? Passe par la validation de On dit le projet personnel passe tout d'abord par la validation de l'idée de création d'une entreprise. Consiste à s'interroger sur le degré de réalisme de l'idée générée. Des idées générées. Mais c'est français, non? On dit ça passe par la validation de la création d'une entreprise. Validation de l'idée. Mais si tu n'as pas d'idée, est-ce que tu peux valider? Donc, il faut partir d'abord. Il faudrait que toi-même, ton idée là, soit concrète. C'est bon? Tu es conscient de ton idée. Tu sais que l'idée, elle est bonne. C'est bon? Donc, si l'idée, elle est bonne, automatiquement, ce que je vais faire là,
ça pourra porter des problèmes. Donc, je valide l'idée. Une fois que j'ai validé mon idée, je suis dans la phase de c'est mon projet alors. C'est moi qui maîtrise mon projet. C'est pas aujourd'hui quand les gens disent que oui, il a volé mon idée. Il a volé mon idée. Mais quand on a volé ton idée, pourquoi on n'est pas volé ton idée? Mais tout va se faire. Si c'est ton idée, ce qui veut dire que tu t'es assis, c'est bon, et tu as pensé ton idée de A à Z. Mais si l'idée elle était volée, va chercher quelqu'un qui va venir monter ton produit, ça va. C'est ça en fait. Parce que toi, en proposant toi-même ton idée, tu es passé par A plus B, tu t'es convaincu toi-même que l'idée elle est bonne. C'est bon? Je dis par exemple, moi je veux, c'est-à-dire mon idée c'est de transformer ce plastique là. C'était charmant. Le plastique était charmant. Je me suis assis. Je me suis imaginé le modèle de l'appareil. Pouvoir transformer le plastique en charbon bien, je ne sais pas. Je me suis assis. Je vais voir les gens. Je dis, ah, voici mon idée. Mais quand tu vas rencontrer quelqu'un, qui t'aide à poser le truc. Là, si tu l'appelles, c'est que toi-même, tu t'es vendu. C'est bon? Quand tu vas voir quelqu'un pour t'aider à financer ton projet, mais donne-lui la possibilité de s'intéresser à ton projet. Parce que si tu lui donnes tout, de A à Z, tu as tout détaillé dans on dit là, on appelle le business plan, et il peut se passer le mal. Là, ils vont dire, ah, il a voulu mon projet. Mais si quelqu'un doit voler ton projet et qu'il y a des parties qui manquent dedans, il va te faire appel. C'est bon? Et c'est ça la phase du projet. C'est ton idée à toi. Tu dois valider ton idée. Tu es convaincu que l'idée est bonne. Et donc, je peux réaliser. C'est bon. On a dit, j'ai des idées de qualité. Je ne sais pas ça ici. Tu vas concevoir lancer une fusée dans l'espace. C'est réaliste. C'est pas du tout. Mais tu penses que nos États-là vont t'aider à le faire. Voilà. Sinon, c'est faisable. Est-ce que toi, ton l'État peut? Voilà. C'est ça le problème. Sinon, toute idée, on peut la réaliser. C'est bon? Et donc, pour ça, je pense que il doit avoir des organismes qui sont chargés ou qui peuvent nous aider dans la consolidation ou dans la validation de nos idées. Logiquement, ça peut être possible. Allô? Oui, vas-y. Tu as reçu mon lien là. Ça dit. Ok. C'est ce que je vais faire. Elle va participer. Donc, quand c'est bon, tu lèves la main. Et puis, moi, je vais enlever le partage. À ce moment, c'est mon écran qui est partagé. Je vais enlever l'écran de partage. Je vais arrêter le partage. Et puis, tu vas voir. Ok. Comment il écrit? Je pense qu'il doit être quelque part.
Ok, voici qu'elle a cadeau avec. Juste le temps qu'il retrouve sa présentation. Donc, la troisième étape, c'était quoi? C'était l'étape de l'étude de marché. Donc, c'est vraiment une étape qui est cruciale dans la mise en place d'une entreprise. Aujourd'hui, beaucoup font cette erreur-là. On veut créer une entreprise, mais on ne fait pas d'études de marché. Tu dis que tu veux transformer banane en poudre, ou bien tu veux transformer noix de cajou, je ne sais pas en quoi que ce soit. Et puis tu vas venir à Abidjan installer ton usine. Mais ça n'a pas de sens. C'est bon? L'idéal aurait bien voulu que tu t'installes dans la zone de production. En matière de carburant, toi-même, ça va, tu ne vas pas dépenser assez. C'est bon? Les camions, dès qu'ils prennent, on vient décharger directement, disons, à la ferme. Mais imaginez-vous, c'est au nord on produit, en A4. Tu dois traverser le centre pour arriver au sud, pour venir transformer. Vous voyez que. Et après, c'est toi que le produit coûte cher. Parce que carburant, tu as mis depuis le nord pour arriver au sud. Maintenant, la main 2 doit te permettre de faire la transformation de ton produit. C'est bon? Mais arrivant au moment si tu dois calculer tous ces mains dans la balance, c'est clair que pour un produit, tu peux le vendre facilement à 1500 ou bien peut-être 2000, je dis n'importe quoi. Alors que si c'était au nord seulement, si c'était là-bas, quand on faisait, l'usine était implantée, quand on faisait la transformation, on allait voir que ça allait être moins coûteux sur le marché. Oui. Est-ce que cette hypothèse n'est pas adressée aux petites entreprises? Si on veut comprendre ce que vous dites, surtout les industries agroalimentaires d'enfance, etc. C'est un exemple de données. Même les petites entreprises, là, même les petites entreprises, c'est bon? Abidjan, là, tout le monde est concentré ici. Mais dans les autres Bonjour, villes, monsieur. ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu veux parler? Bien sûr. Ok, vas-y, tu as la main. Bon, moi, je voulais poser une question. Pose ta question. C'est par rapport à la validation d'idées et l'étude du marché au fait quoi. Moi, ma question est que est-ce que ce ne serait pas possible de faire l'étude du marché avant de valider son projet? Parce qu'on peut valider l'idée et que tu trouves que ce n'est pas applicable. Voilà, c'était bon. Ma question, c'est ça, en fait. On peut valider l'idée et puis c'est pas. C'est pas applicable au fait sur le marché. Imagine, déjà, j'ai validé mon projet, je sors que, comme par exemple, vous avez pris le producteur l'exemple que vous venez de prendre là, et que la personne vient de s'asseoir, vient s'asseoir directement à Abidjan. C'est que directement, ça ne peut pas marcher. Moi, je pense que ce serait mieux que l'étude du marché soit faite avant que l'idée soit validée. C'est-à-dire que tu sois sûr que oui, mon projet est applicable, parce que tout le monde peut s'asseoir, on va créer une idée et valider. Ok, on va te répondre après. L'autre, il a levé la main, on va commencer. C'est bon? Merci. Je te Merci, réponds monsieur. tout à l'heure. Allô? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on te reçoit, Catherine. Bonne arrivée. Bienvenue Merci, parmi toi. merci. Alors, je vais activer ma vidéo peut-être quelques minutes. Attendez, je vais voir si elle marche là. Euh, Moi, j'arrête mon partage. ok, Voilà. Donc, tu as la main maintenant. ok, ça marche. Bonjour tout le monde. Ah, mais c'est. Comment allez-vous? Eux ne te voient pas. Je sais pas. Tu dis? Ah bon, en tout cas, moi, je me vois, hein. Donc, Euh, échappe.
Bon, peut-être que c'est le temps que ça charge. Non, en fait, sur l'écran, tu sors moi mon écran, mais l'écran de présentation, en fait, Ah oui, l'écran, mais l'écran de présentation, comme tu dis, c'est un écran de présentation, donc peut-être qu'il faudrait que tu fasses un switch, mais c'est pas important de me voir. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on va dire et les échanges qu'on va avoir. ils disent qu'ils veulent te voir. Oui, Après, ils veulent- pour trouver ma tête, vous n'avez qu'à faire Cadio Alain sur Internet et vous allez voir le premier nom qui sort ou vous verrez sur LinkedIn. Donc, il n'y a pas de... vous pourrez me trouver facilement, en tout cas. Arrêtez le travail. Non, c'est pas possible, ça va revenir. Arrête le travail. Moi, je suis au fond. Dupliquer. En fait, parce que, ou bien c'est toi, tu dois partager. Partage Bon, ton attends, écran. attends. Ok, ok. Quand je vais partager mon écran, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, partage ton Peut-être écran. qu'on verra mieux. La partie donnée partager l'écran, il y a juste une flèche. D'accord, ça marche. Ok, Tu cliques là-dessus. ça marche. Donc, attends, je vais voir. Mes chers, lequel je dois partager? Je pense que c'est ça. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Donc, tu me dis ce que tu vois. Moi, je vois ton écran. Mais Ouais. eux ne voient pas ton écran. Ah, Il faut ne pas la faire. Donc, je lui ai dit, ah, il faudrait que toi, tu essaies de, comment on dit, de switcher en fait. Attends, je vais arrêter le partage d'ailleurs. Monsieur, Windows plus P chez vous là-bas. Windows plus P. Windows plus P. Tu vas afficher après, tu vas dupliquer. dupliquer. Bon, ils disent qu'ils te voient. C'est bon, il me voit? Ouais, ok, ils te voient. Ok, ça marche. Donc maintenant aussi, en plus de me voir, On voit ton il, écran maintenant. il doit voir mon écran. Oui, Donc c'est top. Donc il voit mon écran et en plus il voit ma tête, c'est ça. donc ils ne voient plus ta tête. Ah, il voit plus ma tête. Bon, c'est pas mal non plus, non? Hmm. Il, il voit toujours mon écran, c'est ça? Oui, on voit la présentation. Ok, bon, bonjour tout le monde. Donc, je vais me présenter rapidement et puis je vais vous dire comment je souhaite que ce cours soit organisé ou cet échange parce que c'est pas un cours en tant que tel. Donc, moi, je m'appelle Alain Cadio. Je suis votre professeur et moi, on se connaît depuis très longtemps. Donc, on est nés quasiment la même année. On a grandi à Divo ensemble. On s'est retrouvés sur les bancs ensemble en Côte d'Ivoire et on a fait nos classes ensemble, donc de première et de terminale. Et puis, on s'est retrouvés en Russie ensemble pour des études supérieures. Donc, notamment, moi, j'ai étudié l'ingénierie des pipelines et lui, il a évolué dans un autre domaine qui est un peu la géodésie, la télédétection, la cartographie plutôt. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, je vis en France et j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales. Donc, dont d'ailleurs, l'une d'entre elles, m'amène à envisager un retour définitif en Côte d'Ivoire. Donc, je vais peut-être me présenter, je vais afficher une slide qui montre un peu mon parcours. Ensuite, je vais donner la définition de l'entrepreneuriat. Et puis après, je propose que le cours soit plus interactif. Je suis pas très adepte des théories et des définitions issues des livres. Donc, c'est important de les retenir pour soi, mais c'est important de les comprendre dans son langage de tous les jours. Donc,
ça sera à vous, en fait, à la fin de ce cours-là, d'en sortir avec votre propre définition de l'entrepreneuriat, votre propre compréhension des concepts et ce que vous êtes capable d'en faire si vous avez une idée de projet ou une idée entrepreneuriale qui se présente à vous. Donc, je souhaiterais qu'on ait beaucoup de questions pour que le cours soit plus dynamique. Voilà. Et sachez que je n'ai pas de réponse à tout. Donc, les réponses que je vais vous donner, c'est pas de l'évangile, c'est pas de la vérité absolue. Ce sont des réponses par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que moi je sais. Donc, si vous avez d'autres personnes en face de vous, les réponses peuvent être différentes. Donc, vous devez aussi avoir un esprit critique pour être capable de digérer en fait ce que je vais vous dire. Est-ce qu'on est bon? Ok. Du coup, bon, ça c'est un peu de formalisme. Introduction, définition, importance de l'entrepreneuriat, ça c'est ce qu'on avait fait un peu l'année dernière. On va en parler si vous voulez, mais surtout si vous avez des questions là-dessus. Euh, Comme que change par la question que vous aurez. Ce qui importe, c'est ce que vous avez envie de savoir, vous avez envie de dire. C'est pas ce que moi j'ai à vous dire. Ça, on s'en fout un peu, en fait. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, si ça vous sert pas, c'est pas très important quelque part. Du coup, donc en introduction, j'ai un peu parlé de moi. Donc, je suis aujourd'hui chef d'entreprise et puis je suis consultant dans une multinationale qui travaille dans le secteur pétrolier. Donc, mon travail aujourd'hui consiste à faire des analyses, des calculs pour installer les pipelines en mer. Donc, je gère des projets. À côté de cela, donc, je vous laisse lire tout le parcours jusqu'à, donc, 2011-2013. Donc, à partir de 2013, comme j'ai dit, j'ai commencé à faire de l'ingénierie. Après, j'ai fait un MBA qui n'est pas forcément important pour être entrepreneur, hein. On peut lire des livres, comment dire, on peut réseauter, donc faire du réseautage. On peut être dans des cercles avec des gens comment dire, avec des personnes qui ont la fibre entrepreneuriale et qui peuvent vous partager leur expérience. Et à partir de là, vous pouvez vous construire en tant qu'entrepreneur. Donc, on n'a pas besoin de faire un MBA. En fait, si je le comprenais comme ça, j'aurais certainement économisé beaucoup d'argent. Donc, c'est pas forcément utile. Donc, en 2019, j'ai créé une société de gestion de patrimoine. En fait, c'est un gros mot, mais ça veut rien dire. C'est une société qui accompagne les particuliers donc à réaliser des investissements. Donc, c'est si vous travaillez, que vous gagnez de l'argent, euh, euh, il faut vous dire que le salaire que vous percevez, il n'est pas illimité. C'est-à-dire, peut-être que vous commencez à travailler entre 20, 30, 35 ans, vous allez percevoir un salaire jusqu'à peut-être 60, 65 ans. Au-delà, vous serez à la retraite. Donc, penser patrimoine, c'est penser à quels seront mes revenus lorsque je serai à la retraite. Donc, dès que vous vous posez cette question, vous allez comprendre que à la retraite, les revenus du salaire que vous tirez seront moindres. Du coup, il vous faudra forcément avoir des compléments de revenus. Donc, à ce moment-là, vous définissez des objectifs et on réfléchit à la façon euh, pour vous, en fait, de maintenir votre niveau de vie quand vous serez à la retraite, la façon de pouvoir financer les études de vos enfants sans tomber dans la précarité et voilà, donc c'est ça la gestion de patrimoine. Après, j'ai créé avec un ami à moi associé une société qui s'appelle Smart Foncier, qui opérait en Côte d'Ivoire dans le domaine du foncier. Donc, moi, j'apportais les capitaux et lui, il était sur le terrain. Donc, il allait visiter des projets et on utilisait ces capitaux-là pour développer les projets. Et donc, ça s'est pas très bien passé finalement pour des problèmes culturels, pour des problèmes de compréhension. Donc, on a arrêté la société. On a dû arrêter la société ensemble. Mais
Après, en 2021, j'ai commencé à travailler. Donc, SAP Systems, c'était un concurrent de l'entreprise dans laquelle je travaillais entre 2013 et 2018, donc qui est Technip France. Et parallèlement, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Alden Conseil, donc j'intervenais donc j'interviens dans les grandes entreprises en tant que consultant projet, donc je les aide sur des problématiques analytiques, de calcul, de gestion de projet ou de programmation, ce genre de choses-là. Et puis là, en 2024, voilà, j'envisage de rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt. Donc, j'ai créé une autre société d'investissement dans le domaine du foncier qui s'appelle Capital Foncier et sur laquelle je suis encore en train de travailler et donc que je considère comme mon billet de retour en Côte d'Ivoire. Voilà un peu, voilà un peu mon parcours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça pour que ça soit plus dynamique que je ne monopolise pas la parole, sinon ça devient un monologue. Vous répondez? C'est ça qui va avancer. Ok. Donc, ils disent d'avancer que c'est intéressant. D'accord, ça marche. OK. Bon. Donc, j'aime bien euh, parler de définition de l'entrepreneuriat et ce que j'ai besoin d'entendre, c'est vos définitions. Et puis après, on va essayer de travailler autour de vos définitions. Parce que l'entrepreneuriat, on peut la prendre dans tous les sens. On peut la définir comme on l'entend. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin de connaître deux ou trois définitions de l'entrepreneuriat, selon vous, parce que vous aurez lu sur Internet, mais vraiment selon vous, en fait. Oui, on vous écoute. Délégué. Et Oui, surtout pas le cours de votre professeur, hein. la définition de l'entrepreneuriat. Vous parlez quoi, hein? Le micro, là, c'est ici. Monsieur, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, c'est- c'est- c'est une manière de, de mettre en place un système de mise en place de ces projets, de ces productions, euh, de, de ses ambitions. C'est-à-dire trouver process, mettre en place ses ambitions, Pas quand tu parles, hein, salut, tu parles. ses projets, euh, euh, une condition quelque. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord, ok. Donc, moi, je retiens système de mise en place de ses projets personnels, c'est ça, hein? Ou de ses ambitions personnelles. Ok, d'accord. Ok. Est-ce, Excuse-moi. est-ce qu'il y a une autre définition? Oui, oui, il y a une personne qui veut donner son point de vue. Oui. Au sein de ce Yogui, moi, D'accord. je considère comme l'entrepreneuriat comme une opportunité qui se présente. Allô? Oui, oui, je Je vous écoute, considère hein. l'entrepreneuriat comme l'exploitation d'une opportunité qui se présente. D'accord, ok. Exploitation d'une opportunité qui se présente. Ok, ok, Une femme. ça marche. Une femme. Bon, ok, allons-y. Faut parler fort, hein. Je disais tantôt, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est Tu Je vas voir. n'entends pas, hein. Voilà. Il dit, pour lui, l'entrepreneuriat, c'est un processus de création de profil. D'accord, ok, ok, ça marche. Ok, on va prendre la dernière personne. Bye. Moi, je peux dire que l'entrepreneuriat, c'est le fait de résoudre un problème en général. C'est bon? J'ai pas entendu la dernière réponse. C'est le fait de générer, Il dit, c'est le fait de générer, bon, de résoudre un problème, c'est le fait de résoudre un problème de générer un profil. et de générer un profil. D'accord. Résoudre un problème pour générer un profit. L'argent. Donc, ok.
Ok, je vous remercie pour vos définitions qui sont euh, toutes performantes, qui sont toutes justes, en fait. Donc, si je dois faire une réponse bateau, sans éléments, je dirais l'entrepreneuriat, c'est tout ça. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est tout ce que vous venez de dire. C'est très dense, c'est très étoffé. Donc, la première personne a dit système mis en place pour atteindre ses projets perso. Donc, effectivement, un entrepreneur, il se définit comme quelqu'un qui prend des risques d'abord. Mais la première motivation de l'entrepreneur, et ça, je voudrais que vous reteniez bien cette définition-là, ça vous aidera plus tard dans la vie à réussir dans l'entrepreneuriat. La première motivation de l'entrepreneur, c'est pas la recherche de son profit personnel. Donc, si vous recherchez un profit personnel tout de suite, vous êtes un opportuniste. Et malheureusement, il y a beaucoup d'opportunistes en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il est difficile de construire des partenariats de long terme. D'accord? Je vous ai parlé d'une entreprise qui a mal tourné avec un ami parce qu'en Côte d'Ivoire, dès que les revenus sont là, les gens veulent les partager tout de suite et chacun veut prendre sa part. Parce que c'est une course à l'enrichissement. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Si dans la société, tout le monde se met à la course à l'enrichissement, on aura une société qui sera invivable en fait. Parce que chacun voudra gagner sur l'autre. Donc ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est des opportunistes. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment à la recherche du profit personnel. Moi, la définition que j'ai aimée dans mon expérience entrepreneuriale et dans les cours que j'ai pu avoir ici, c'est et ce qu'ils ont mis dans ma tête qui est différent de ce qu'on met dans la tête des gens en Côte d'Ivoire. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques pour le bénéfice des autres, la façon la plus simple possible. Donc, c'est quelqu'un qui prend des risques pour le bénéfice des autres, c'est-à-dire euh, celui qui a fabriqué l'iPhone ou celui qui a fabriqué cet outil-là qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer, c'est un entrepreneur. Il a eu une idée, il s'est rendu compte que avec la technologie Internet, il pouvait créer un logiciel, une application qui allait permettre aux gens de parler, de communiquer entre eux. Donc, d'où vient la prise de risque? C'est certainement quelqu'un de compétent. Donc, il a dû quitter son entreprise, donc son emploi. D'accord? Parce que quand vous êtes salarié, vous ne prenez pas de risque. Vous avez un salaire. Donc, toutes les fins du mois, vous avez un salaire qui tombe. Que ça soit insuffisant ou suffisant, vous avez un salaire qui tombe. Donc, vous n'êtes pas en prise de risque. Donc, pour pouvoir créer cette entreprise, donc Zoom qu'on utilise, la personne a dû arrêter volontairement de percevoir des salaires. Donc, elle s'est mise en risque. Elle s'est mise en risque et elle a trouvé des associés et elle a réfléchi à son projet entrepreneurial. Donc, elle s'est dit qu'il y avait un marché parce que maintenant, il y a beaucoup de télétravail. Donc, les gens euh, travaillent sur des projets. Peut-être moi, aujourd'hui, sur les projets sur lesquels je suis, j'ai des collègues qui sont au Brésil, il y en a qui sont en Angleterre, il y a d'autres qui sont en Australie. Et on arrive à se parler à travers Zoom. Vous, aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire, mais on arrive à discuter. Donc, c'est se mettre prendre des risques pour le bénéfice des autres. Le bénéfice, c'est la valeur qui crée. Aujourd'hui, grâce à Zoom, moi, je peux être en train de communiquer avec vous. Et la conséquence, donc, de de ce risque-là et de la valeur qu'il crée, c'est que nous, on va trouver, disons, on va aller vers son produit parce que ça nous apporte quelque chose. C'est à ce moment-là seulement, et c'est en fin de processus que vous avez les retours sur investissement. C'est en fin de processus que l'entrepreneur peut avoir son bénéfice personnel. Mais l'idée de départ, la motivation de départ, ça doit être, comme quelqu'un a dit, d'apporter une solution à quelque chose, de régler un problème, de créer quelque chose ou d'améliorer quelque chose qui existe, créer un service, créer un produit. C'est ça en fait. Parce que le parcours entrepreneurial est très difficile et est très risqué. Si vous intégrez que l'entrepreneuriat, c'est la recherche du profit et que vous vous mettez dans la logique de devenir entrepreneur pour faire de l'argent, dans votre parcours entrepreneurial, aux premières difficultés, vous allez abandonner. C'est-à-dire que vous ne croyez pas en ce que vous faites.
vous croyez que vous allez vous enrichir. Mais le produit en lui-même ou le service que vous allez créer, vous y croyez peu. Et je pense que c'est cette définition de l'entrepreneuriat qui fait qu'en Côte d'Ivoire, parfois vous allez dans des services ou dans des restaurants, le service client, il est médiocre. Les gens ne vous répondent pas bien, les gens vous parlent mal, les gens ne s'occupent pas bien du client parce que eux, ils sont là effectivement pour gagner de l'argent. Il faut savoir qu'une entreprise, même si on réussit, qu'on est au top niveau, ce sont ses clients qui la font vivre. Donc, si vous commencez à avoir des problèmes avec vos clients, un jour, vous n'allez plus exister parce que vous aurez des concurrents et vos clients vont aller là où ils sont mieux servis. Donc, ils iront chez les concurrents. Ça, c'est très important. En parlant de Zoom, dont on parle aujourd'hui, il y a eu un scandale sur Zoom. Donc, pour vous expliquer un peu comment une entreprise peut mourir. Avant Zoom, c'était vraiment l'entreprise qui était leader du marché de la visioconférence. Et puis pendant le Covid, ça a explosé. Donc, et puis, les gens se sont rendus compte que Zoom, en fait, vendait les données personnelles de ses clients. Donc, ça créait un problème ici en Europe et les gens ont commencé de moins en moins à utiliser Zoom parce qu'ils se sont dit, mais ce qu'on se dit là sur Zoom, ça peut se retrouver sur la place publique demain parce que Zoom peut les vendre. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les clients de Zoom ont commencé à délaisser Zoom pour choisir d'autres solutions. Parce que si les clients ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas attachés là à Zoom. S'ils ne sont pas satisfaits, ils vont sélectionner un autre produit. Et donc, automatiquement, ils ont sélectionné des concurrents tels que Google Meet ou Teams. Et vers la fin, ben, Zoom a dû corriger ça rapidement et pour rassurer les clients. Et les clients sont revenus. En tout cas, certains sont revenus, d'autres sont partis. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'est l'entrepreneuriat selon moi. C'est on se met en risque pour résoudre un problème. Donc moi, aujourd'hui, si on prend l'exemple de capital foncier que je suis en train de créer, qu'est-ce qui va se passer pour capital foncier? Donc, aujourd'hui, en France, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai une famille. Pourquoi je rentre en Côte d'Ivoire pour créer capital foncier? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que premièrement, en tant qu'Ivoirien, j'ai essayé d'investir dans le foncier en Côte d'Ivoire et je me suis retrouvé dans des litiges. Et j'ai investigué un peu la filière, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens incompétents dans la filière qui sont là exactement que pour gagner de l'argent. Pas pour faire le travail correctement, mais pour gagner de l'argent. Donc, une fois que vous leur avez donné votre argent, ils vous promettent un terrain, par exemple, vous leur donnez votre argent. Mais quand vous sortez votre argent, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'avoir des réponses. Ah, mon attestation, je l'ai quand? Quand est-ce que vous me la livrez? Est-ce qu'il n'y a pas de litige sur le terrain? À ce moment-là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en face d'entrepreneurs ou de porteurs de projets réels, mais vous êtes en face d'aventuriers ou des gens qui cherchent des opportunités de s'enrichir. Si vous appelez trop, ils vous disent que vous leur cassez les pieds, il faut que vous arrêtez de les appeler. Vous êtes fâché, vous n'êtes pas content, mais ils ont déjà pris votre argent. Donc, vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous êtes frustré et parfois, ils vous ont même menti. Parce que comme leur besoin, c'est de gagner de l'argent, ils vous ont menti et ils vous ont incité à investir sur un projet litigieux. Donc, vous rentrez sur le projet litigieux, vous vous retrouvez dans des litiges. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cet entrepreneur-là? Peut-être que vous allez vous battre dans les litiges. Certains ont plus de chances, arrivent à avoir gain de cause. D'autres ont moins de chances et perdre, finissent par perdre toutes leurs économies. Mais quand vous sortez d'un projet pareil, cet entrepreneur-là, vous n'allez plus jamais le solliciter, vous n'allez plus jamais le contacter et vous n'allez jamais le recommander à quelqu'un que vous connaissez. Donc, son entreprise n'est pas viable. Elle va finir par mourir à cause de sa mauvaise réputation, parce que la réputation, c'est aussi très important pour un entrepreneur. Maintenant, ma réflexion, c'est de dire, si on laisse des gens peu compétents sur des marchés dans nos pays, on va toujours se retrouver avec des drames. Que un père de famille et une mère de famille ont pris leurs économies
ont investi dans un terrain pour assurer l'avenir de leurs enfants et se retrouvent sans rien parce qu'ils sont tombés sur des malhonnêtes. Donc, si les gens honnêtes ne décident pas de faire de l'entrepreneuriat, on va se retrouver avec des entrepreneurs malhonnêtes sur le marché et nous serons tous collectivement perdants. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'engager. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme de la politique. Il y a certains qui veulent changer les choses avec le pouvoir politique, mais les entrepreneurs, ils ont la capacité de changer les choses avec l'investissement entrepreneurial. D'accord? Ceux qui ont investi dans les automobiles, dans les voitures, que nous utilisons tous pour transporter nos enfants ou pour faire nos courses, ben, ils ont, quelque part, ils ont changé la société, ils l'ont transformée. Ceux qui ont investi dans le projet de construction d'avions, ils ont transformé la société parce qu'avant, il fallait déjà se déplacer à d'autres chevals où il fallait marcher. Aujourd'hui, grâce à eux, en 6 heures, je quitte Paris, je suis à Abidjan. Donc, l'engagement n'est pas forcément politique, il peut être entrepreneurial. Voilà. On peut dire, moi, en Côte d'Ivoire, je constate que peut-être que, je sais pas, quel exemple, le carburant coûte trop cher en Côte d'Ivoire. Et d'une station à une autre, c'est pas les mêmes prix. Vous pouvez vous créer une application, par exemple, qui va permettre à l'automobiliste ivoirien de comparer le prix du carburant dans chaque station. Et donc, quelqu'un qui est dans sa voiture, à partir de votre application, il pourra se diriger vers la station la, la moins coûteuse. Vous avez créé quelque chose qui lui rend service. Ça lui permet de faire des économies. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Vous pouvez créer un site Internet qui va regrouper, qui va lister toutes les procédures administratives. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, quand on cherche des informations sur Internet, parfois, on ne trouve rien. Il faut aller dans l'administration. Il faut être physiquement présent. Il faut parler aux gens. Alors que on peut faire une, comment dire, un wiki, donc comme un peu Wikipédia, mais sur les procédures administratives. Ça évitera à celui qui est à Boaké de venir à Abidjan ou celui qui est au village ou qui est dans une sous-préfecture de venir dans le chef-lieu de région parce que avec sa data, il pourra consulter la procédure. Euh, il peut même être capable, dans certains cas, de faire la procédure en ligne. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, c'est ça. L'entrepreneur, il doit réfléchir à améliorer l'existant, à changer l'existant, à créer quelque chose, à innover et pour ce faire, il est obligé de prendre des risques parce que s'il prend pas des risques, il n'est pas à 100% sur son activité. C'est-à-dire que si vous êtes fonctionnaire et vous faites un peu à côté, pour moi, c'est pas de l'entrepreneuriat. Vous êtes un entrepreneur en soi, mais vous ne serez jamais euh, à l'aise et vous n'aurez jamais suffisamment de temps pour développer votre activité parce que qu'on soit riche, pauvre, chrétien, musulman, non-croyant, euh, une journée c'est 24 heures. Quelle que soit votre appartenance, vous n'aurez pas plus de 24 heures. Et dans une journée, on est productif sur 8 heures à peu près. Donc de 8 heures, peut-être de 8 heures à 18 heures. Donc si entre 8 heures et 18 heures, vous êtes au travail et que vous avez une entreprise, mais pendant ce temps-là, ben, vous n'avez pas le temps de développer votre entreprise. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'entrepreneur, il doit prendre le risque de quitter le salariat, croire en son projet et donner une impulsion à son projet. Voilà. Donc, moi, c'est ma définition de l'entrepreneuriat et si vous avez des questions à poser par rapport à ça je suis tout ouvert. Donc, ici, bon, c'était des slides que j'avais fait. Donc, ça, c'est pour dire que l'entrepreneur, il est à la recherche d'opportunités. Et il a ses oreilles grandes ouvertes dans la société. Partout où il va, il fait attention, il écoute, il regarde. Et dès qu'il voit quelque chose qui peut améliorer, ben, il peut décider, de s'investir pour améliorer la chose. Voilà, pour créer ce qu'on appelle créer de la valeur. Créer de la valeur. Et la valeur, c'est très relatif. Ce n'est pas, ce n'est pas de l'argent. La valeur, c'est quelque chose voilà, qui est très relatif. Pour quelqu'un, ça peut être
Euh, pouvoir faire une visio, c'est sa valeur parce qu'il sait qu'il a des clients à l'étranger. Il pourra parler avec eux. Pour l'autre, c'est le fait de gagner du temps qui est de la valeur pour lui. Ah, avec ton outil, je gagne du temps, je peux faire les choses rapidement. Voilà, c'est ça sa valeur. Voilà un peu les animations que j'avais fait. Donc ça, c'est quelqu'un qui cherche des opportunités. Et il s'aperçoit que eh ben, quand il pleut, ce monsieur-là, par exemple, il a sa crème, il a sa glace qui est mouillée. Et il y a quelqu'un qui peut avoir l'idée de se dire, ah tiens, je vais imaginer un parapluie. Comme ça, il pourra se protéger de la pluie en mangeant sa glace. Voilà. C'est une idée très basique, mais c'est un peu une solution qui peut être mise en place. Donc ça, c'est la définition classique que quelqu'un a donnée. Donc, le processus de création qui permet de répondre aux besoins sociétaux. Voilà. Ça, c'est la définition la plus classique qu'on peut avoir. OK. Puis, on peut définir différents types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs individuels, il y a les entrepreneurs en série, il y a les entrepreneurs sociaux, donc qui visent à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Voilà, il y a pas mal de types d'entrepreneurs. Donc là, je vous donne la main pour poser des questions parce que si je dois vous guider sur cette présentation-là, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez envie de connaître, envie de savoir. Donc, et je répondrai à vos questions. Notamment, je pense qu'il y a une question qui avait été posée en fin de cours. Je pourrais également y répondre si vous pouvez la reprendre. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok, ça va. Ok, il y a une main qui est levée. On va prendre celui qui est en ligne d'abord. Nathanaël Wapou, vous avez la parole. Nathanaël Wapou, il est parti. Sendou Kone, monsieur Sendou Kone. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à Bonsoir. tous. J'ai une question. Ok, Assez vas-y. rapidement, je voudrais que l'exposant, monsieur Kadio, pour revenir sur un truc que vous avez donné de la définition de l'entrepreneuriat. Oui. Ce que j'ai retenu de la définition, c'est que pour vous, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est de décider de courir un risque pour autrui, en fait. J'ai bien compris Oui, vous prenez un risque pour le bénéfice des autres. Ouais. le bénéfice des autres. Ouais. D'accord. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui Ouais. motive votre volonté d'aider autrui? Oui, c'est une très bonne question. Euh, salut, ouais. La volonté d'aider autrui elle peut être sociétale, hein. Il n'y a pas forcément, il y a pas forcément cette idée financière derrière. Par exemple, moi, dans mon cas, donc je vais parler de moi encore une fois. Moi, dans mon cas, j'ai fait des études en France. Ça fait plus de 10 ans que je travaille en France. Donc, par exemple, je me rends compte que la progression professionnelle est un peu gelée parce que il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc, et en même temps, je suis utile en France, mais quand je regarde en Côte d'Ivoire, je pense que au vu de mes compétences, je serai plus utile à la Côte d'Ivoire. Voilà, je serai plus utile à la Côte d'Ivoire. Donc, je me mets en risque pour dire que aujourd'hui, si moi je crée un service qui permet de répondre aux besoins des Ivoiriens de la diaspora ou même des Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, je suis utile à ma société. Je suis utile à la société. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique, à cause des difficultés financières qu'ont la plupart des familles, on a une réflexion. Il est difficile de détacher nos réflexions de ce besoin financier-là parce que le quotidien n'est pas toujours facile. Mais généralement, quand on arrive à assurer le minimum, on peut être à la recherche aussi comment dire, de satisfaction personnelle ou d'accomplissement social. Et puis, le profit, en fait, c'est la résultante de tout cela. Voilà. Mais pour moi, si vous commencez tout de suite à rechercher le profit,
c'est pas sûr que vous soyez tout de suite utile à la société, ou c'est pas sûr que lorsque surviendront les premières difficultés, vous ayez l'étoffe suffisante pour résister. Je vais vous donner des exemples de quelques grandes entreprises, hein. Une des premières capitalisations boursières au monde, c'est Amazon, par exemple. Donc, Amazon a fonctionné, je pense, de 2000 ou de 1999 jusqu'à peut-être 2015, sans réaliser un seul bénéfice, hein. Mais aujourd'hui, moi, en France, quand je veux acheter quelque chose, je réfléchis à Amazon, quoi. Ouais, parce que si j'achète quelque chose, c'est livré dans la soirée, quoi. Donc, ça m'évite de me déplacer pour aller en magasin. Voilà. Donc, c'est un exemple. On peut citer tant d'autres exemples, hein. Il y a Diagou, quand il créait NCA, il a un peu expliqué, hein, ça a été difficile. Il y a Stanislas Zézé, quand il créait sa société de notation, il a aussi expliqué. C'est d'abord la croyance en son projet. Et Stanislas Zézé, il a même dit que son cousin l'a quitté parce qu'il n'était pas capable de lui donner un salaire. Son neveu l'a quitté parce qu'il n'était pas capable de lui donner un salaire décent au moment de la création de son entreprise. Mais dans son projet, c'était que il n'y a pas de société de notation en Afrique alors qu'on en a besoin. Donc lui, il s'est dit, moi, je vais créer ça et ça va être utile. Et aujourd'hui, c'est utile et il fait beaucoup d'argent. Donc, c'est Ah, pas... Ouais, voilà. d'accord. Donc, je comprends qu'à la finale, bon, c'est vrai que c'est un service social, mais à la Non, longue, non, c'est pas un service social. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que même si on dit que vous ne recherchez pas de profit, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas vivre. D'accord? Parce que, d'accord, alors, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, mais quand vous faites votre compte de résultat, vous devez être capable quand même de financer vos charges fixes. Sinon, l'entreprise, elle meurt demain. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord. Ouais. Merci, monsieur. Je vous Donc, en prie. Ouais. Monsieur Siba, il est parti. Donc, on va rester en salle. Oui, délégué. Je suis là, monsieur. Bon, ok, délégué patient. On va prendre Siba en ligne. Siba. OK. Merci, monsieur, pour votre brillant exposé. Bon, brillant exposé. Moi, j'ai une petite nuance et que je voulais un petit éclaircir. Je pense que ça fait un peu allusion à vous, par exemple, sur le smartphone. Et d'abord, tout premièrement, il faudrait que tu poses la question avant de venir sur le smartphone. Ici, pour, comment je vais dire ça, créer une entreprise, pour qu'il y ait une idée. L'idée qui est créée. Après, il y a validation et l'étude du marché. Moi, c'est la question que j'avais posée avant que vous veniez. Maintenant, moi, ma question est que, est-ce que c'est possible de valider son projet avant de faire l'étude du marché? OK. C'est une très bonne question. Et euh, avant, alors, quand je me présentais, je vous ai dit, ce qui est important, c'est vous avez des concepts théoriques. Ce qui est important, c'est de comprendre ces concepts-là, en fait, de vous les approprier. C'est pas de les retenir, parce que là, vous avez fait une liste, c'est important que je vois que vous avez bien retenu, mais c'est de vous les approprier. Dans la création d'entreprises, il y a, les Anglais ont quelque chose qu'ils appellent le gut feeling. Gut feelings, ça veut dire je, je ressens quelque chose. Voilà. Parce que vous êtes un observateur de la vie, vous voyez que il y a un besoin qui est là et qui n'est pas satisfait. Vous pouvez, ce qu'on appelle le gut feeling, vous sentez que les gens ont besoin de quelque chose. Vous pouvez créer cette chose-là sans même passer par l'étude de marché, hein. Vous pouvez créer cette chose sans même passer par l'étude de marché. Et votre idée, elle marche parce que vous avez flairé un besoin, vous l'avez ressenti très profondément, parce que vous y êtes dans cet environnement-là, vous-même, vous avez ce besoin-là. Vous voyez, par exemple, moi, pour Capital Foncier, moi, je suis de la diaspora, et quand je veux acheter, aujourd'hui, comme je vis en France, on a cette culture de beaucoup faire des achats sur Internet. Donc, quand je veux chercher un terrain ou quelque chose comme ça, je vais d'abord sur Internet. Quand je vais sur Internet et que je vois des sites Internet avec des fautes d'orthographe,
je vois des sites Internet qui n'ont pas un aspect professionnel, ça ne me rassure pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, dans mon cas, parce que vous pouvez sonder les gens autour de vous. Une étude de marché n'a pas besoin d'être très formelle avec beaucoup de chiffres. Généralement, on dit de faire un petit sondage, si vous pouvez le faire, si vous avez les moyens de le faire, les moyens techniques ou les moyens financiers ou les moyens humains, parce que vous pouvez avoir trois, quatre personnes que vous envoyez aussi aller poser des questions, qui recueillent des informations et qui vous permettent de vous forger votre idée. C'est ça l'étude de marché. Donc, vous pouvez vous en passer si vous êtes convaincu de votre idée, vous pouvez vous en passer. Donc, c'est pas où vous pouvez aussi faire la meilleure étude de marché possible parce que vous pouvez approcher un cabinet de marketing qui va vous dire, nous, on vous fait tout, les études chiffrées et tout, quantitatives, qualitatives, on a tout, on fait des interviews et tout. Vous faites le meilleur produit du monde, vous le mettez sur le marché et ça ne marche pas. Donc, les gens vont réfléchir, vont dire, oui, l'étude des marchés a été mal faite. Peut-être que la société n'a juste pas compris le marché ou le besoin n'a pas bien été adressé voilà. Mais il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, lorsque vous avez vraiment l'intuition, parce que l'intuition, ça compte, on est des humains, on est cartésien, vous êtes en master, j'imagine, donc vous réfléchissez logique, vous êtes cartésien, mais il y a l'intuition qui habite l'homme. Voilà, je sens que ça va le faire. Et ne vous privez pas, si vous sentez des choses, ne vous privez pas de vous essayer. Les Américains ont ce concept-là. euh, et après, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui le fait. Bon, c'est à une autre échelle. Les Américains ont ce concept-là qu'ils appellent fail cheap, fail fast. Fail cheap, fail fast. En gros, échoue vite, échoue moins cher. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as une idée, tu peux la tester rapidement sans mettre trop d'argent. Donc, si elle échoue, que tu n'as pas mis trop d'argent, tu es capable de la réessayer, mais en ayant tiré les leçons de ton échec précédent. Et tu peux reprendre plusieurs fois. Donc, l'exemple que je veux vous donner, c'est SpaceX, donc Elon Musk. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui qui a fabriqué, le propriétaire de Tesla, le propriétaire de... Alors, SpaceX, il avait aussi investi dans ChatGPT. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui investit beaucoup d'argent. Et voilà. Et aujourd'hui, il est en train son projet, c'est d'envoyer des hommes sur Mars à horizon 2040. On n'a jamais construit de fusée capable d'envoyer des hommes sur Mars. Donc, euh, il faut avoir une fusée avec des dimensions hors normes, donc qu'on n'a jamais construit. Du coup, quand vous augmentez les dimensions de votre fusée, il y a des problématiques que vous avez sur les petites fusées que vous découvrez sur les très grandes fusées. Il est en compétition avec donc les Russes et il est en compétition avec le, avec l'Institut Ariane, donc qui est l'Institut européen qui permet de lancer les fusées. Mais lui, il a un concept. Lui, il a un concept, c'est que il teste ses fusées. Là, il a déjà fait 2 tests qui ont explosé. Il teste ses fusées et chaque fois que ça explose, parce que quand il les teste, il met beaucoup de capteurs. Donc, quand ça explose, il recueille toutes les données de ces capteurs qui lui permettent de construire une autre fusée améliorée. Et il met des capteurs là-dessus. Les capteurs, ce sont des petits sondes qui permettent de recueillir des informations qu'il traite après pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas passé. Et il teste comme ça. Donc aujourd'hui, par exemple, il a déjà fait exploser 3 ou 4 fusées, mais il est très en avance. Il a peut-être 15 ans d'avance sur ses concurrents européens parce que eux, comme ils ont des financements étatiques, donc des financements de l'Union européenne, et que les États ne peuvent pas donner de l'argent pour que vous le brûlez. Ils veulent que vous fassiez des études, vous prenez des gens brillants et que ça marche du premier coup. Ben, finalement, ils perdent du temps à faire toutes ces études-là, alors que l'autre, le fait d'avoir échoué, d'avoir réessayé plusieurs fois, ben, son produit est plutôt prêt et les Européens sont à la ramasse. Donc, c'est pour expliquer un peu le concept de fail cheap, fail fast. Donc, échouer rapidement, échouer moins cher. Donc, c'est tester l'idée
pour l'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Ok, Est-ce que, mes voisins. est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu le concept? Oui, oui. Oui, oui, monsieur. Ok, Ok. on va passer maintenant en salle. Oui, délégué. Monsieur, moi, j'ai une question. Moi, j'ai plusieurs questions. Ah, c'est une seule question. Voilà. Je vais prendre sur votre question. C'est concernant votre, votre entreprise que vous avez. Dans le process pour en fait donner des formations à ces personnes-là qui sont au niveau de la diaspora pour comment acheter. Bon, on va pas dire que j'avais le même jour que j'ai le même travail. Mais comment, par exemple, débuter de manière pratique ce projet-là qui, en fait, moi, j'ai observé en fait qu'au niveau de notre pays, bon, je vais pas donner, je vais pas dire les gros mots, mais je vais dire qu'il y a beaucoup trop de voleurs. Donc, ici, c'est beaucoup de surfacturage, c'est beaucoup de personnes qui sont pas très honnêtes. Et donc, comment est-ce que moi, à mon niveau, à mon petit niveau, je peux peut-être aider des personnes qui veulent investir dans mon pays, qui se trouvent même dans ce pays, qui se trouvent ailleurs, euh, de pouvoir déjà avoir des informations correctes sur le coût de la construction des choses, sur le coût d'achat, même si ces personnes ont déjà sont déjà propriétaires de rien et qui peuvent construire. Comment moi, au niveau, je peux déjà approcher ces personnes-là, les aider dans le processus et le suivi comment dire, de la conception de leur projet. Et derrière ça, avoir peut-être un retour sur voilà, investissement, mais pas très élevé comme ils font en fait des entreprises qui font du suivi qui font du suivi et qui font derrière du facturage en fait. Ok. Il faut arrêter ça. Euh, Au fait, c'est bien si c'est compris. non, non, alors, j'avais un peu du mal à bien capter ce qu'il a dit. Donc, ce que moi j'ai compris, c'est comment il peut aider les personnes qui ont les terrains, qui veulent construire, et lui, il va se mettre à un niveau de coût très compétitif et voilà, par rapport à d'autres personnes qui font des surfacturations. Ok, ça devient de la concurrence. C'est ce qu'on disait là. Tu vois, à un certain niveau, tous ceux qui exercent dans le même secteur d'activité, quel plus toi tu peux apporter pour que les autres viennent chez toi. Donc, tu ne peux pas se dévoiler pour lui ici. Non, monsieur, je veux dire, en fait, Tu comprends, non? débuter? Voilà, comment débuter? Ouais, non, non, professeur Blache, faut pas t'inquiéter, je vais lui apporter des réponses. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important en entrepreneuriat. Euh, est-ce que, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on te reçoit bien. Ouais. Il y a quelque chose qui est très important en entrepreneuriat, parce qu'il y a des gens qui pensent que avoir une idée, par exemple, si vous êtes deux amis ou trois personnes, vous avez une idée, ou quelqu'un a son idée, il va dans un colloque, il parle de son idée et tout, et puis 3 mois après, il se rend compte que quelqu'un a réalisé, a pris son idée pour réaliser son projet. Généralement, les gens considèrent que oui, tel m'a volé mon idée et tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord? Vous pouvez avoir la même idée, mais la façon d'exécuter le projet, c'est là où il y a toute la différence. Il y a des idées que nous tous nous avions, mais on ne sait pas comment la réaliser. On ne sait pas comment la mettre en place, en fait. Donc, je comprends bien votre question. C'est une vraie difficulté. Euh, Ce que je peux vous dire déjà, vous avez la bonne réflexion de dire que il y a des sociétés
qui se positionnent sur des coûts très élevés. Donc, vous pouvez innover, vous allez être plus compétitif. Donc, vous allez faire la concurrence au niveau du coût. Donc, vous allez faire la concurrence au niveau du coût. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez faire, c'est votre cible. Si votre cible, ce sont les propriétaires terriens, alors il faut construire un discours euh, pour qui soit gagnant pour les propriétaires terriens. C'est-à-dire, il faut que vous soyez capable de leur montrer ce qu'ils gagneront à travailler avec vous pour qu'ils puissent vous confier leur projet. Donc, qu'est-ce que eux, ils gagneront à travailler avec vous qu'ils n'ont pas déjà en travaillant avec les autres? Vous voyez? Donc ça, c'est à ça il faut réfléchir. Et tout ça, c'est de la réflexion. Donc, en fonction de votre situation personnelle, en fonction de votre réseau, en fonction de qui vous connaissez, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous êtes originaire de la région de, je sais pas, de Tia-Salé, qui s'est bien développée. Et donc, il y a des terrains familiaux, ou peut-être que vous avez une connaissance des familles qui sont propriétaires terriens, mais qui n'ont pas la compétence, et vous, vous apportez cette compétence-là. Mais une chose essentielle, c'est, et je le dis toujours, il faut se former. Il faut se former. On ne s'improvise pas, il faut se former. Si vous voulez faire la gestion de projet, il faut se former. Se former, ce n'est pas les diplômes. Il faut lire, il faut connaître les concepts euh, managériaux de la gestion de projet. Il faut maîtriser, par exemple, la gestion des parties prenantes. Déjà, il faut pouvoir les identifier, tous ceux qui seront vos interlocuteurs, et il faut pouvoir trouver le consensus et les faire travailler ensemble du début du projet à la fin du projet. Parce qu'un litige intervient quand quelqu'un dans le projet se sent lésé, ou il n'est pas content, ou il estime que vous l'avez grugé. Donc c'est tout ça, c'est un peu de la politique. Donc c'est tout ça c'est tout cet environnement-là, vous devez être capable de comprendre, et vous devez être capable de parler à tous les acteurs afin que eux, ils vous fassent confiance pour travailler avec vous. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est, voilà. Ok, il y a encore deux autres. Oui, ici. Oui, je vois. Oui, monsieur. Non, après, attends. Moi, il y a une question. Oui, Tout à l'heure, dans l'exposé, vous avez dit l'entrepreneuriat, c'est de prendre les risques au bénéfice des autres. oui, Et donc, comme vous avez donné votre cas comme exemple, vous êtes resté en France, en laissant votre travail en France, vous voulez vous installer en Côte d'Ivoire, c'est quel risque? Et je donne le cas de quelqu'un qui a une idée, qui ne travaille pas. Tout pour lui, peut-être ça ne constitue pas des risques, mais comment amener des gens à le financer? Sachant que quelques conférences en entrepreneuriat, que la c'est en Côte d'Ivoire, une personne qui n'a pas quelque chose à mettre en garantie, une personne lambda qui ne travaille pas, c'est difficile pour cette personne d'avoir accès au crédit. Comment une d'accord. personne, Vas-y. comment une personne qui n'a rien peut mettre en place, pour avoir les moyens pour mettre en place son entreprise? D'accord. La, 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 la première chose que je tiens à dire, c'est qu'une personne qui n'a rien, ça n'existe pas. Donc, c'est une parole qui est très violente de dire qu'une personne n'a rien. Une personne a toujours quelque chose parce qu'une personne a sa tête, et dans sa tête, il y a de l'intelligence. Donc, ne voyez pas que l'aspect matériel des choses. D'accord? Ce sont avec les idées qu'on construit des pays, qu'on construit des entreprises, qu'on construit, voilà, pas mal de choses. Donc, premièrement, vous devez être crédible. Vous devez être crédible. Et la crédibilité, ça se construit depuis longtemps, en fait. Vous devez vous faire une réputation. C'est vraiment important. Et c'est pour ça l'éducation que nos parents nous donnent. On l'ignore. Il y a des gens qui sont dans des petits, voilà, ah, il a doublé tel, il a doublé tel. Mais ça vous suit. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui pouvait prendre le téléphone, appeler les gens avec qui vous avez étudié et dire que j'ai un projet, mettez l'argent, on va tous gagner, et que les gens peuvent vous suivre, c'est que vous êtes crédible. Ça veut dire que pendant votre parcours scolaire, vous avez démontré à ces gens-là que vous êtes honnête. Et le résultat, c'est que plus tard, ça va vous aider. Donc, demandez à votre professeur si on est en lien, c'est parce que
il sait que entre lui et moi, ou entre nous, on peut citer d'autres personnes, mais si vous prenez quelqu'un d'autre de ma classe, avec qui j'ai étudié, ou quelqu'un avec qui lui, il a étudié, ils vous diront, on n'est pas des gens à problème, il n'y a pas d'histoire de il a doublé tel. Quand on fait un prêt, on le rembourse. Quand on prend un rendez-vous, on essaie d'être là à l'heure. Quand on ne peut pas être à l'heure, on prévient pour dire qu'on aura du retard. Donc, il y a des petites choses comme ça, ils vont faire que les gens vont vous sentir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un entrepreneur, il ne va pas dire que je n'ai rien. Jamais. Vous avez quelque chose, vous avez votre idée, vous avez la croyance, la foi que vous mettez. Un investisseur, il va vous accompagner aussi parce que il va voir en fait ce que j'appelle la niaque, c'est-à-dire que la croyance que vous avez dans votre projet, la croyance que vous avez dans votre projet, il peut voir en vous un leader, quelqu'un qui est capable de motiver 10 personnes pour l'accompagner dans le projet. C'est déjà suffisant, c'est le capital humain. C'est déjà suffisant. L'investisseur peut dire, cette personne-là, vu comment elle a réfléchi à son projet, vu comment elle connaît son marché, vu comment elle a déjà euh, étudié tous les scénarios possibles, scénario, le scénario pessimiste, le scénario optimiste, plan A, plan B, et qu'elle est vraiment prête, il faut que je lui apporte quelque chose, je pense que ça va donner. Donc, c'est, c'est, c'est tout un ensemble de choses à mettre en place. Voilà. Donc, et comme on dit, on dit souvent qu'on ne prête pas aux pauvres. Et donc, ne vous dévalorisez jamais vous-même. Ça, c'est une très grave erreur de le faire. Soyez modeste. Je ne dis pas d'aller raconter aux gens que vous êtes multimillionnaire, vous êtes assis sur de l'argent. Non, d'accord? Mais ne vous dévalorisez pas. Et dans la posture que vous allez adopter, si vous arrivez, vous devez parler à un banquier, vous arrivez, vous êtes là, vous savez pas quoi faire, vous rongez les ongles, vous regardez, vous êtes tout le temps sur votre portable. En fait, il y a, il y a, il y a, il y a des attitudes et il y a des codes à avoir pour que les gens se disent que ah, ce monsieur, il est sérieux. Ce monsieur, il est sérieux. Voilà. Et il faut être capable de répondre aux questions. Il faut parler un bon langage, un bon français. On banalise ça aujourd'hui. On parle beaucoup le nouchi. Pour l'instant, je ne connais pas d'entreprise qui recrute avec le Nushi. Pour l'instant. Peut-être que dans 20 ans, on dira qu'il faut être très compétent en Nushi et peut-être nos enfants pourront avoir des jobs avec le Nushi. Mais parler un français euh, limpide, un français clair, sujet, verbe, complément avec les articles et tout, ça rassure. Ça rassure. Donc, avec le banquier, il faut parler le même langage. Avec l'assureur, il faut parler le même langage. Quand vous allez voir un banquier et que vous dites, alors, c'est, bon, en Côte d'Ivoire, il y a quand même beaucoup de risques, donc c'est un peu difficile, mais je vais prendre un marché mature comme le marché français. C'est toujours très difficile de financer une idée, même en France. Pourquoi? Parce qu'une idée, ce n'est rien qu'une idée. Donc, elle peut ne jamais se réaliser. C'est ça, en fait. C'est ce que vous devez vous dire. Une idée, ce n'est qu'une idée. Donc, vous, avant de convaincre les investisseurs, essayez de vous mettre à leur place. Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous, Oui, oui, là, ça va devenir. Oh, Moi, tout le temps, j'oublie, hein, l'attitude. la fenêtre de la cuisine. Je l'oublie tout le temps, quoi. Mais tes habits. C'est qui? ok. Donc, j'étais en train de dire, vous-même, essayez de vous mettre à la place de l'investisseur. Vous voyez, si quelqu'un vient vous dire, je prends un exemple, si quelqu'un vient vous dire, écoutez, j'ai, euh, j'ai un projet de maïs et un sac de maïs, généralement, il se vend allez, à 100 000 quand on a récolté. Et sur un hectare, on peut récolter allez, 50 sacs. Moi, j'ai 10 hectares, je te propose de faire du maïs. Tu vas voir avec, disons, avec 50 sacs par hectare, sur 10 hectares, on sera à 500 sacs. Donc voilà, on va se faire plein d'argent et tout. D'accord.
On ne peut pas vendre un projet comme ça et les gens vont accepter. Vous savez pourquoi? Parce qu'un projet n'est jamais linéaire. Linéaire, ça veut dire qu'un projet, c'est pas 1 + 1 = 2. En fait, vous ne pouvez pas raisonner comme ça sur un projet. Parce que, oui, si c'est moi, je vais le dire, oui, mais le maïs, là, tu vas le faire quand? Tu vas le récolter quand? Ça va durer 3 mois. Est-ce que c'est la saison pluvieuse? Est-ce que tu as un système d'arrosage? Est-ce que, bon, ton maïs que tu fais là, c'est dans quelle zone? Ah, et si les gens viennent voler, comment tu fais? Hein? Et si on récolte les sacs, on stocke quelque part, il pleut et puis l'eau mouille les maïs, est-ce qu'on pourra vendre? Donc, il y a beaucoup de questions qui vont se poser pour voir si vous avez prévu tous les cas de figure et que vous avez des solutions pour corriger tous ces cas de figure-là ou pour faire en sorte que s'ils interviennent, parce que on ne peut pas empêcher que des choses interviennent, mais on peut décider de la façon dont on fait au moins pour les contrôler ou pour les éviter. Donc, est-ce que vous avez pensé à tout ça? Et si l'investisseur voit que vous avez vraiment pris le temps d'étudier votre projet, vous avez pensé à tout ça, il peut être séduit et il peut vous accompagner. C'est ça, il faut le séduire en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai vu beaucoup de gens m'ont approché pour investir dans des projets fonciers. Leur seul objectif, leur seule façon de me convaincre, c'était de me dire que je vais devenir multimillionnaire. Je leur ai dit que c'est pas suffisant et je ne suis pas à la recherche de l'enrichissement à tout prix, en fait. Ce n'est pas ça qui m'importe. Et vous devez toujours vous dire, ça c'est le cas sur le marché ivoirien, les gens, quand ils vont vous présenter, si quelqu'un vous présente un projet et qu'il vous dit toujours que vous allez avoir beaucoup d'argent, c'est que ça cache beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Et donc, la seule façon de vous appâter, c'est de vous faire miroiter de l'argent. C'est tout, en fait. Mais si vous commencez à creuser, où vous allez voir d'autres personnes qui font la même activité, vous discutez avec ces personnes-là, mais dans telle activité-là, quels sont les risques? C'est quoi ces difficultés? Hein? Quelqu'un va te dire, oui, faisons de la tomate, il y a l'argent dedans. Oui, mais il n'a même pas le débouché. La tomate, on ne peut pas stocker parce que ça pourrit au bout d'un certain temps. Est-ce que il va dire, faisons 2, 3 hectares de tomates, on va s'enrichir. Est-ce que quand il finit de produire sa tomate, est-ce qu'il a quelqu'un qui achète ça tout de suite? S'il n'a pas quelqu'un qui achète ça tout de suite, c'est un problème parce qu'on ne sait pas comment stocker. Il faut réfléchir à ça. Donc voilà, essayez d'être logique. Et si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas quelque chose, n'investissez pas dedans. Si vous ne comprenez pas la chose, n'investissez pas dedans. N'investissez pas dedans. Juste au motif que vous allez devenir riche, franchement, vous êtes en train de vous faire embarquer. Ce n'est pas un argument convaincant. Voilà. OK. Il y a une personne en salle. Siba, on revient à toi tout à l'heure. On va prendre en salle ici. Oui. 3 questions. On va partir. OK, c'est là, voilà. Bon, pour ma petite connaissance, Pour ta petite connaissance. en Côte d'Ivoire, les grands entrepreneurs. Dis-moi, tu entends? Oui, mais un peu de loin quand même. Donc, s'il peut poser une question pour que je réponde et ensuite poser l'autre question, comme ça, je n'oublierai pas le fil. Et peut-être que mes réponses vont faire qu'il va réagir aussi. Donc, ça peut être plus interactif, quoi. Ça peut être plus intéressant. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, pose la première D'accord, monsieur. Alors, monsieur, moi, c'est Edouard Yapou. D'accord, enchanté. Vous êtes mon homonyme parce que je m'appelle aussi Edouard. Ah. Monsieur, bon, moi, pour ma petite connaissance, en Côte d'Ivoire, les grands entrepreneurs, généralement, ont effectué des études à l'étranger. D'ailleurs, c'est votre cas, je pense, supérieur, des études supérieures. Alors, Pour Monsieur Yapi, Yapo, Monsieur Yapi, Edouard. Monsieur, Edouard. Monsieur Yapo. Donc, ce que je veux vous dire, si vous dites ça, c'est que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Attention, par expérience en Côte d'Ivoire, les plus grands entrepreneurs, oui, peut-être que les plus en vue, parce que plus les gens sont éduqués, plus ils peuvent aller parler sur les plateaux. Mais attention,
Il y a les transporteurs qui savent ni lire ni écrire, qui rendent des services au quotidien aux Ivoiriens et qui sont fortunés. On peut parler de celui qui a fondé la société UTB. On peut parler des très grands planteurs qui n'étaient pas instruits. Donc, ne vous mettez pas les barrières. L'instruction, c'est important, mais on peut passer outre. Juste ça. Donc, vous pouvez poser votre question, mais ne faites pas des généralisations. Ne généralisez pas. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Donc, j'aimerais savoir, bon, est-ce que dans l'entrepreneuriat, il faut tenir compte du degré de niveau de compétences intellectuelles, je sais pas. Alors, l'intellect, ça, c'est aussi un des défis de la colonisation, de la décolonisation. Et ça, c'est très français. Parce qu'on nous a mis dans la tête que le diplôme, il faut étudier, il faut avoir le diplôme. Et le diplôme, voilà, ce qui est important, c'est vraiment la compétence. D'accord? Et le diplôme et la compétence sont des choses différentes. Vous pouvez faire de l'informatique, vous pouvez apprendre des programmes, vous pouvez apprendre l'ordinateur et vous pouvez avoir un élève dans votre classe qui, lui, il a un ordinateur chez lui depuis qu'il est petit. Donc, il sait quasiment faire tout sur l'ordinateur. Vous êtes en master, lui, il est en première année, mais il est plus à l'aise que vous, en fait. Parce que il est familier à l'ordinateur, il le connaît, il l'utilise, parce que ses parents avaient un chez lui. Donc, c'est pour ça, il faut toujours décorréler le diplôme et la compétence. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est, comment dire, ce, ce n'est pas une condition, en fait, ça ne conditionne pas la décision, ça ne doit pas conditionner la décision d'entreprendre. Parce que la dame qui se lève et qui va vendre au marché, elle est entrepreneur. Elle, elle apporte une solution aux gens qui vont aller acheter ses marchandises au marché. Elle prend un risque parce qu'elle se lève. Parfois, il y en a qui marchent 5 kilomètres, qui vont dans la brousse aller acheter des marchandises qu'elle ramène sur les marchés, qu'elle revendent. Voilà, elles prennent des risques au quotidien. Ce sont des entrepreneurs. Elles ne sont pas diplômées, elles n'ont pas fait de grandes écoles, mais ce sont des entrepreneurs. Donc, faut pas. Et la compétence, encore une fois, l'intellect, vous avez des gens qui sont dans les villages, mais qui sont des intellectuels. Alors, je vais dire un truc que peut-être que j'aurais dit dimanche sur le plateau de NCI. Intellectuel, c'est un mot valise qui ne veut rien dire. D'accord? Intellectuel, c'est un mot qui a été créé par les Français pour exclure des gens qui ne sont pas éduqués et pour sélectionner qui doit parler au nom des autres. D'accord? Ça n'existe qu'en France. Intellectuel, ça n'existe qu'en France. Si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, ça n'existe pas. Même, il n'y a pas de traduction anglaise. Donc, c'est un mot très politique. Donc, quand les gens viennent dire nous sommes des intellectuels, ça veut dire qu'ils s'arrogent le droit de parler à votre nom. D'accord? Vous allez dans les pays anglo-saxons, donc Angleterre, Royaume-Uni, Australie. Si vous voulez parler à un expert en agriculture ou quelqu'un qui a fait de l'agro-business, on va regarder celui qui a une plantation et qui vend, qui exporte, qui réussit. On dit que lui, il est expert dans son domaine. Il peut venir parler de ce domaine. Si vous voulez trouver quelqu'un pour vous parler de l'intelligence artificielle ou de l'IA, on regarde quelqu'un qui fait ça peut-être depuis 20 ans. On dit que lui, là, c'est son domaine, c'est son travail, il est spécialiste de ça. Donc, ne vous sentez pas, comment dire, diminué parce que des gens s'arrogent les droits d'intellect ou d'intellectuel ou non, 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 c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous comprenez de votre environnement et de la façon dont vous voulez influer ou influencer ou, ou le service que vous voulez créer pour résoudre un problème donné. C'est ce qui est important. Et si vous savez lire et écrire, vous pouvez communiquer, vous pouvez même vendre en dioula parce que c'est la langue la plus parlée sur les marchés. Vous pouvez vendre en dioula, vous pouvez vendre en baoulé, ça dépend de là où vous êtes. Il y a des langues comme ça que les gens parlent, ce sont des langues très commerciales. Maintenant, ne me dites pas que si vous créez un service financier, vous allez parler aux gens dans les langues nationales. Mais si votre plus gros client, c'est, je sais pas, Nzikan, je sais pas s'il vit encore, et qui vient vous voir et que lui ne parle que baoulé, vous avez intérêt à lui répondre en baoulé. Vous n'allez pas lui sortir l'anglais ou le discours
je sais pas, de Macron, lui, il n'y comprend rien. Par contre, il est capable de savoir que quand un car quitte Abidjan chargé pour aller à Boaké, il est capable de vous dire que son car là, c'est soit 500 000 que ça doit faire en recette et son carburant que il met là-dedans, c'est peut-être 100 000 et le chauffeur, le salaire du chauffeur, si on ramène ça au jour, c'est peut-être tel montant. Donc, il connaît la rentabilité, il connaît les chiffres. Vous voyez un peu, c'est un exemple que je donne en fait. Quelqu'un qui est dans un domaine donné, qui a de l'expérience dans son domaine, si vous voulez parler de ce domaine-là, c'est cette personne-là qu'il faut aller voir. Il ne faut pas vous dire, oui, bon, je n'ai pas fait telle école, donc je ne suis pas à l'aise ou je ne connais pas. Non, vous savez lire et écrire. Ça veut dire que vous pouvez vous documenter, vous pouvez tout lire, tout écrire et tout apprendre. Et si vous avez lu que vous n'avez pas compris, vous pouvez parler à votre prof. Bon, vous m'avez vu, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Si je connais, je parle. Si je ne connais pas, je vous recommande quelqu'un qui connaît plus que moi, qui est capable de mieux vous expliquer. C'est comme ça qu'on fait, qu'on se développe. OK? Deuxième question. Monsieur, la deuxième question, bon, c'est de savoir, votre entreprise est Capital Foncier. Oui. Bon, sûrement, c'est la vente de terrain. Non. Non. Est-ce que vous pouvez expliquer s'il vous plaît, monsieur? OK, bon, mais, bon peut-être, qu'est-ce que je... Ah, Ouais, attends. non, bon, les grandes idées, quoi. Oui, oui, je vais vous donner ça rapidement. Je vais mettre un écran là. Est-ce que vous voyez le nouvel écran que j'ai superposé ou pas? Oui, on voit ça chez moi. Vous voyez? Donc, alors, voilà. Je suis en train de travailler sur le projet. Donc là, c'est le site internet que j'ai déjà monté. D'accord? Et donc, ce que je promets, ce que moi je veux apporter sur le marché, déjà, quels sont les défis que j'ai identifiés? Premièrement, les gens me sollicitent beaucoup pour financer les projets de lotissement. D'accord? Mais ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes parce que eux vont gagner des projets avec les familles sur lesquels ils sont peut-être à 40% pour eux, 60% pour les familles. Ils disent aux familles qu'ils ont les moyens de financer les projets alors qu'ils n'ont pas les moyens. Après, ils viennent nous voir. Oui, vous financez ça, on vous donne deux lots. Je dis, mais attendez, vous avez 40% des lots, pourquoi vous m'en donnez deux? Alors que c'est moi qui paye tout le projet à la fin. Ah, il dit non, parce que, donc, déjà, ils ne sont pas transparents. Quand tu veux parler à un investisseur, la première chose à avoir, c'est d'être transparent. Parce que dites-vous que celui qui a l'argent, alors je ne dis pas que j'ai l'argent, mais celui qui a, comment dire, des capitaux pour investir, c'est-à-dire que imaginez-vous, on vous met entre les mains, je ne sais pas, peut-être 5 millions. Ben, soit vous pouvez le dépenser, soit vous pouvez l'investir. Et vous avez toujours plusieurs choix. Donc, si celui qui vient à vous n'est pas capable de vous convaincre, vous n'allez pas investir sur lui, en fait. Donc, moi, quand vous venez me voir et que vous me dites, oui, je veux que vous mettez votre argent, je commence à regarder un peu, à vous sonder, et puis je me rends compte que ce n'est pas très sérieux. Je ne vous suis pas. Je vous dis non. Voilà, donc c'est important. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de financer les projets de lotissement. Mais si vous apportez votre projet, il faut que je sois capable de comprendre où vous en êtes dans votre projet. C'est-à-dire que je dois être capable de voir un planning projet, savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous reste à faire. Parce que parfois, vous n'avez pas besoin que d'argent, vous avez besoin de compétences en gestion de projet que vous n'avez pas parfois. Et moi, je ne mettrai pas mon argent sur quelqu'un qui n'est pas compétent pour gérer des projets. C'est un exemple que je donne. D'accord? Donc, si vous me démontrez que vous êtes compétent pour gérer des projets et que vous l'avez déjà fait, compétent, ce n'est pas le diplôme. Donc, vous l'avez déjà fait et avec les résultats, alors je peux dire, bon, lui, c'est un domaine qu'il connaît. Il a déjà fait un ou deux projets. Donc, il connaît les difficultés. Il sait dans quel ministère, dans quel département il faut partir. Donc, je peux mettre mon argent sur lui. En ce moment-là, on fait un contrat et chacun doit respecter à la fin sa part du contrat. La deuxième chose que je vais faire, c'est ce que j'appelle gestion, c'est l'offre de gestion. Parce que nos parents du village se font généralement spolier par des aventuriers. Donc là, par exemple, j'ai un contrat sur lequel je suis en train de travailler avec quelqu'un. Euh,
avec un chef de village qui a accordé son terrain, allez, je pense que c'est 12 hectares, sur un site entre la mer et la lagune, à un opérateur qui lui a dit, je vais financer. Dans le contrat, c'est écrit que, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas mentir en entrepreneuriat. Voilà. Parce que le mensonge finit toujours par vous rattraper. Il dit, je vais financer votre projet sur fonds propres et je vais le réaliser en 2 ans. Le problème qui se pose, c'est que il a vendu des terrains avant d'avoir fini d'exécuter le projet. Ça, c'est un mensonge. Parce que euh, quand les gens font une répartition, parce qu'ils considèrent que vous allez financer le projet de votre poche, c'est pas la même répartition qu'ils auraient fait si vous leur avez dit que vous allez vendre leur terrain pour financer le projet. Donc ça, c'est déjà un gros mensonge. Et un projet comme ça, c'est sûr qu'à la fin, il y aura un litige parce que dès que les gens vont se rendre compte que, mais finalement, vous vous êtes enrichi sur leur dos, ils vont commencer eux aussi à vous mettre les bâtons dans leur roues. Donc ça, c'est un mensonge. Et puis la dernière chose que je fais, donc j'ai vous ai dit gestion, financement. La dernière chose que je fais, ce sont les transactions. Les transactions, là aussi, pour faire des transactions, quand on accompagne des villageois ou des communautés villageoises, sur un projet de lotissement, il ne faut pas venir lotir, prendre ses terrains et partir et laisser les gens dans la précarité. Parce qu'il faut vous dire que les gens font les lotissements parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce que s'ils ont les moyens, ils ne vont pas lotir leur terre parce qu'ils savent que leur terre va se valoriser avec le temps. Quand il va avoir la route devant, ils vont construire des hôtels, tout ça va se valoriser. Donc, ils lotissent parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, le projet que vous devez avoir, c'est un projet un peu de développement durable. Comment faire en sorte qu'en travaillant avec eux, ces gens-là, donc s'il y a 3, 4 familles, comment faire en sorte qu'ils aient des revenus pérennes pour pouvoir scolariser leurs enfants et qu'il leur reste du patrimoine foncier pour pouvoir demain le transmettre à leurs enfants. Parce que si vous vendez tout et que demain eux-mêmes ils deviennent esclaves sur leur terre, ça ne va pas bien se passer. Au bout d'un moment, les enfants vont dire non, on nous a spoliés et ils vont se rébeller, ils vont se fâcher. Donc les gens auront acheté les terrains, mais ils ne pourront même pas aller les mettre en valeur parce qu'ils ont dépouillé les gens qui vivaient sur les terrains. Donc ça, c'est le bon sens. Donc on reproche tous à la France de nous avoir colonisés, mais parfois nos frères même sont pires que les anciens colons parce que c'est eux-mêmes qui vont dépouiller les familles. Donc, si, encore une fois, il n'y a personne, je ne dis pas que je suis le justicier ou quoi, mais s'il n'y a personne qui vienne dans ce secteur avec de bonnes valeurs pour dire, je vais associer les communautés villageoises, on va faire en sorte que on les accompagne dans leur projet de lotissement, on le finance. S'il faut vendre leur terrain pour financer, on se met d'accord. On leur dit qu'on va vendre leur terrain pour financer. S'il faut construire des baux amphithéotiques et chercher des investisseurs qui viennent construire des hôtels, qui vont louer la terre pour que les populations aient des revenus tous les mois pour leur permettre de scolariser, d'éduquer leurs enfants ou de financer les études à l'étranger de leurs enfants, il faut le faire pour ne pas que les gens restent dans la pauvreté, pour ne pas que les gens restent dans la précarité. Et je suis convaincu qu'avec le foncier, si on est sérieux, on peut le faire, on peut y réussir. Voilà un peu l'idée de mon entreprise. Donc, c'est un peu différent de ce que les gens font au pays. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Après, pour l'instant, voilà. Ça fait que le site Internet, je parle un peu de mon expérience personnelle et ce qui m'a motivé à créer l'entreprise. Ça, c'est ma tête que vous voyez déjà très bien. C'est elle qui est là. C'est la tête d'un de mes associés et c'est la tête d'un juriste qui m'accompagne. Je fais 2 choses que les gens ne font pas en Côte d'Ivoire. 2 choses aussi pour me différencier. La première chose, c'est que sur tous les projets que je prends et sur toutes les transactions que je fais, je garantis financièrement les personnes qui vont acheter des terrains avec moi. Donc, si j'ai des terrains que je mets à disposition. Pourquoi? Je trouve que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal que des gens prennent toutes leurs économies, ils placent entre vos mains pour acheter un terrain et qu'ils se retrouvent avec rien, avec zéro. Parce que peut-être qu'ils ont mis 10 ans pour économiser cet argent-là. Il faut faire en sorte qu'ils ne perdent pas. Et la seule façon de faire en sorte qu'ils ne perdent pas, c'est de leur garantir leur capital, quel que soit le litige qui intervient. Mon but, c'est pas d'avoir des litiges, mais avec les hommes, on ne sait jamais. Donc, quel que soit le litige qui intervient, il faut que les gens soient indemnisés. Il faut qu'ils puissent recouvrir leur capital. C'est ce qui est juste. Parce que comme en France, quand j'avais ma société de gestion de patrimoine, pour finir,
quand vous êtes un professionnel et que vous vendez un service, on estime que celui qui connaît le service et celui qui doit porter les risques, c'est le professionnel. D'accord? Celui qui me donne l'argent ou qui me donne son investissement n'a pas à porter le risque parce que lui, il ne connaît pas le domaine. Il vient sur mon site, il vient me voir pour faire sa transaction parce que je lui ai fait une promesse. J'ai dit que si tu achètes avec moi, mon service, c'est que je te livre ton terrain. Donc, si demain il y a un litige, ce n'est pas à lui d'assumer, c'est à la société. Est-ce que vous m'entendez toujours? D'accord? Voilà un peu comment je me différencie de ce qu'on fait sur le marché ivoirien. Voilà. Ok. Euh, non, non, voisin, merci. Ouais, Il y a présentement une situation ici, c'est qu'il pleut. d'accord. Il D'accord? commence à Ah, pleuvoir et il pleut fortement. Donc, du d'accord? coup, on aura un souci avec la magie des ondes. On en a pris qu'un. D'accord. Donc, Internet a commencé à faire des cours et puis D'accord. on va plus t'entendre bien. Essayez D'accord. de monter le volume de la discussion. Ah, c'est plus une bonne chose. Donc, je pense qu'on va conclure. D'accord. Donc, si D'accord. tu es un mot de fin, non, non, mais il pleut, on n'entend pas. Et il va donner son contact. Voilà. Alors, si j'ai si j'ai un mot de fin, donc je vais le donner rapidement. C'est pas compliqué. Moi, je demanderais de cultiver l'esprit d'entreprise. En fait, il faut développer ses compétences de prise de décision. La gestion du temps, c'est hyper important. Savoir organiser son temps dans sa journée. Voilà. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, donnez-vous l'exigence d'être toujours à l'heure et arriver 15 minutes avant le rendez-vous pour que quand l'heure arrive, vous arrivez 15 minutes avant sur le lieu de rendez-vous, vous vous mettez peut-être à côté dans un maquis, dans un bar ou dans un endroit calme, vous lisez un peu. Quand l'heure arrive, vous marchez, vous êtes là. Soyez à l'heure, c'est important. Soyez ponctuel, c'est important. N'ayez pas peur de prendre des risques parce que tous les jours que Dieu fait, on prend des risques. Mais généralement, on prend des risques tellement on connaît ces risques-là, on ne les perçoit pas comme un risque. Mais si vous regardez les statistiques en Côte d'Ivoire, tous les jours, il y a des Ivoiriens qui meurent dans des accidents de voiture. Ils sont cognés par des voitures. Mais tous les jours, vous sortez, vous marchez sur la route. Parce que c'est un risque que vous avez intégré. C'est un risque qui ne vous fait plus peur. Donc, vous ne le voyez plus comme un risque. Vous voyez? Parce que vous avez été éduqué avec ça. Donc, vous sortez et vous vous déplacez, voilà, dans cet environnement-là sans percevoir le risque. Il faut se former et s'informer. C'est important. Il faut acquérir les connaissances et les compétences dans le domaine dans lequel vous souhaitez créer des entreprises. Vous pouvez avoir fait de la cartographie, mais vous voulez créer des entreprises dans la finance. Vous pouvez avoir fait de l'ingénierie, mais vous voulez faire de l'agro-business. Vous pouvez avoir fait de l'informatique, mais vous voulez faire de l'agro-business. Il faut se cultiver, il faut se former. Même si vous aurez des salariés, vous devez comprendre le cœur de votre business, ce qui fait que vous servez, vous répondez aux besoins du client et vous devez maîtriser le circuit de l'argent dans votre entreprise. Quand on paye, à qui on paye et où ça va. D'accord? C'est important. Il faut établir un réseau. Donc, si vous voulez créer une entreprise, il faut créer des réseaux, des contacts, aller voir des professionnels, aller voir des entrepreneurs, aller voir des mentors, des gens qui ont déjà réussi ou même des gens qui sont dans le même parcours entrepreneurial que vous. Voilà. Il faut valoriser les gens qu'on va voir. Si vous posez la question à quelqu'un et que vous vous y prenez mal, la personne là peut se fermer et ne pas vous répondre. D'accord? Mais si vous posez bien votre question, normalement, elle doit s'ouvrir, elle doit vous répondre, elle doit partager son expérience sans difficulté. Donc, trouver un mentor ou un coach, quelqu'un que vous admirez, ça peut être
Ça peut être votre papa, par exemple, qui a bien réussi. Ça peut être un oncle. Ça peut être un ami de classe. Ça peut être un ami de classe qui a bien réussi. Ne vous coupez pas des liens de vos amis. Et quand vous avez des amis qui ont réussi, ne les appelez pas pour leur demander de l'argent. Ça fatigue parce que eux, c'est sûr que si on leur donnait de l'argent, ils n'auraient pas réussi. Appelez-les pour demander des informations. C'est ce qui est important. Et ils seront toujours réceptifs parce qu'ils vous connaissent. Ils vont vous donner l'information de façon gratuite, sans rien vous demander en retour. C'est tout ce qu'on demande à des amis. L'information, pas l'argent. Voilà. Et puis, si vous avez des connaissances pour faire des business plans, faites-le. Si vous n'avez pas de connaissances, entourez-vous des gens qui en ont déjà fait. Et puis, apprenez. Voilà. Apprenez. Démarrez petit. Testez vite votre idée. Ne mettez pas trop d'argent pour que si ça échoue, vous ayez la capacité de réinvestir pour retester l'idée. Et puis, voilà. Et puis, pensez grand aussi. Voyez grand. Voilà. Voyez peut-être, vous avez une petite entreprise qui commence peut-être à boiter. Vous devez être capable de vous dire que peut-être que dans 10 ans, votre entreprise aura un bureau à Abidjan, un bureau à Yamoussoukro, un bureau à Korogo, un bureau. Donc, il faut réfléchir grand. Ça vous permettra aussi de structurer votre affaire et pour l'amener le plus loin possible. Il faut être résilient et il faut être persévérant parce que l'entrepreneuriat, c'est un parcours difficile qui est semé d'embûches. Il n'y a pas que des réussites, il y a beaucoup d'échecs. Donc, soyez prêts à faire face aux défis, aux échecs et à apprendre de vos erreurs. Tout le monde échoue quelque part. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont des enfants ou si vous avez des neveux, vous les voyez se développer, les enfants. Ils apprennent à parler, ils apprennent à regarder, ils apprennent à sentir, ils apprennent à voir, ils apprennent à marcher, ils apprennent à tomber, ils font quatre pattes. Aujourd'hui, nous, on a l'impression que c'est donné. Alors que tout ça, ça demande du temps. Pour qu'un enfant puisse parler, il faut en moyenne entre 2, 3 ans. Ça demande du temps. Mais nous, on veut les choses tout de suite et maintenant. Donc, ça demande du temps et l'apprentissage. Donnez-vous du temps pour apprendre. C'est ce qui est important. Voilà. Je pense que c'est ce que je peux vous dire. Et puis, apprenez. Alors, un dernier mot. Apprenez à gérer les finances. C'est important. Les finances et les comptes. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Dans le chiffre d'affaires, il y a ce qui va vous permettre de faire tourner votre affaire, qu'il faudra réinvestir. Il y a ce qui va vous permettre de payer vos charges. Il y a ce qui va vous permettre de vous donner un salaire. Il y a ce qui va vous permettre de payer tous les frais de production. Il y a ce qui va vous permettre de payer les impôts si vous faites des bénéfices. Et puis, c'est le bénéfice-là que soit vous réinvestissez, soit vous pouvez utiliser pour faire la fête. Si vous faites la fête avec votre chiffre d'affaires, vous tuez votre entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et la dernière chose, faites ce que vous aimez et investissez du temps et de l'argent. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, c'est tout pour moi. Merci vraiment, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Alpha. Merci beaucoup. C'est vrai que Ok, vers la fin, c'était difficile de t'entendre parce qu'il peut. bon, écoute, On tenait à te remercier. ok, bon, Monsieur, ça s'il vous m'a... plaît, on peut avoir les contacts, peut-être pour d'autres conseils C'est qui qui en parle? inbox. Bon, Pour les tiens, pour, 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 pour moi, c'est pas compliqué. Si vous venez ici, euh, est-ce que j'ai un lien? Ah, j'ai pas. Si vous venez ici, là, ah, elle n'a pas mis de lien. Ok, vous tapez mon nom, hein, ça va sortir, quoi. Voilà, voilà, ça c'est moi, ça. Si vous voulez, vous faites Cadio Alain, vous fermez, vous faites Cadio Alain. Et vous regardez, voilà, c'est le premier lien qui sort, vous cliquez là-dessus, tout simplement. Vous m'envoyez une invitation. Si vous avez une question à poser, vous me la posez.
Si j'ai la réponse, je vous donne. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un que je connais, je vous mets en contact. Si, voilà. Donc, tout ça, c'est possible. Voici le contact qui est là. C'est pas compliqué à trouver. OK? Ok, ça marche. Merci, monsieur. Je vous en prie. Je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance. Et puis, j'espère que demain, vous deviendrez de grands entrepreneurs pour qu'on puisse tous changer positivement la vie des Ivoiriens. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. C'était très ravi. C'était vraiment très enrichissant à l'expliquer. D'accord. OK. Bon. Parler. Vraiment, tout le monde a aimé. Et donc, OK. merci d'avoir consacré, on va dire, 3 heures de ton temps. Parce que nous avons un programme très chargé. D'accord. Merci. Vraiment, merci. Et Euh, voilà. je, je t'en prie, ça me fait plaisir et je pense que quand je serai définitivement installé en Côte d'Ivoire, je pense que ouais, je prends plaisir à partager mon expérience et je souhaiterais que voilà, les jeunes frères aussi puissent réussir leur vie et puissent voilà, on est toujours heureux quand tout le monde est heureux autour de soi. Donc, voilà, moi, ma philosophie, c'est de toujours donner l'information, la bonne information et permettre aux gens de pouvoir se former, de pouvoir se développer. Bon, Siba Kilavogui, tu es Siba, très efficace. Il est très efficace, hein. Il m'a déjà trouvé sur LinkedIn, il Oui, a envoyé un monsieur. message. Donc, voilà. C'est bien. Je prendrai le ok, temps de vous Siba, c'est bon. répondre. Allez. Siba, c'est bon. Portez-vous très bien et Ok, puis à la prochaine. ok, merci, demoiselle. Et on reste en contact. Ça marche. Bonne Allez, au soirée à revoir. tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. On a eu